J'ai pas d'épinards entre les dents. Non, tout va bien. C'est parfait. Ça arrive. Ce sera la première phrase d'introduction du podcast. Pas d'épinards entre les dents. C'est un mot code pour dire est-ce que t'es écolo ou pas ? C'est ça. Est-ce que tu manges que des légumes ? Et voilà. Et bah écoute, bienvenue dans The Big Shift, Amandine. Ouais, merci. Ça fait très plaisir de t'avoir sur le podcast parce que tu as participé à une promotion de jeunes podcasteurs qu'on a accompagné avec Jérémy, mon associé, sur Echoes, il y a presque un an maintenant. Ouais, c'est vrai, c'est ce que je me disais en venant. Ouais. Effectivement, c'est bientôt l'anniversaire. Et donc, tu as lancé ton podcast en avril, ouais. Accompagné par Jérémy et moi, sur les liens sociaux entre les personnes quand on est écolo par rapport aux autres, qu'ils le sont ou qu'ils ne le sont pas, parce que tu as un vécu particulier sur ce sujet-là. Et l'idée de cet épisode, c'est de se dire, effectivement, nos liens sociaux sont affectés, que ce soit positivement, que ce soit négativement parfois, par la transition écologique. On n'en a jamais parlé dans ce podcast-là. Comment est-ce qu'on fait pour l'appréhender, pour continuer à discuter avec les gens avec qui c'est plus difficile au quotidien. Et donc, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Et l'idée de cet épisode, c'est que vous repartiez peut-être avec des petites méthodes, des petites façons de pouvoir mieux converser, mieux vous entendre avec des gens avec qui peut-être que vous avez rompu contact, ou peut-être avec qui c'est plus difficile aujourd'hui, ou même comprendre pourquoi est-ce que c'est difficile pour eux aussi. Donc voilà, tous ces liens-là, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Merci beaucoup et vraiment ravie d'être là. Donc moi, c'est Amandine Lafont. J'ai démarré ma transition écologique il y a une dizaine d'années quand je suis devenue maman. On y reviendra peut-être. Il y a 5 ans, je me suis mise à mon compte. Avant ça, je travaillais dans l'industrie chimique. Et voilà, j'ai une prise de conscience. Tu faisais quoi dans l'industrie chimique ? Alors pendant très longtemps, j'ai fait de la finance. En fait, j'ai commencé ma carrière en finance, audit. J'ai beaucoup voyagé. D'ailleurs, j'avais à cette époque une empreinte carbone d'à peu près 30 tonnes par an. Et après, en fait, quand je suis tombée enceinte de ma première fille, j'ai commencé vraiment à me poser la question. Ça faisait déjà un petit moment que je me posais la question du sens au travail, mais aussi avoir moins de chiffres, etc. Et donc, j'ai basculé dans la formation à l'époque, formation digitale. Donc, époque pré-Covid, quand tu disais aux gens qu'ils allaient se former en visio, tout le monde disait « Ah, au secours !» On connaissait Open Classroom quand même. Ouais, mais c'était, c'était vraiment les prémices, notamment en France, qui est toujours un petit peu en retard par rapport aux US et tout, de ce qu'on appelle le digital learning, quoi. Et donc, mon dernier poste en entreprise, c'était ça. Et du coup, il y a un moment, j'ai une forte dissonance. Et je suis devenue indépendante. J'ai décidé de faire le même métier, mais pour des sociétés, des organisations engagées. Et donc, du coup, depuis 5 ans, je suis indépendante. J'ai ma propre société qui s'appelle Savoir Précieux. Et je me dédie à la sensibilisation, à la diffusion des connaissances qui sont essentielles à la transition écologique. Donc, tu dis depuis 10 ans et ça fait 5 ans que tu es indépendante. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que pendant ta première grossesse, tu t'es posé ces questions-là ? Parce qu'il y a plein de personnes qui passent leur grossesse sans forcément se les poser. Je pense que moi, ce que je me demandais, c'était dans quel monde j'allais mettre cet enfant, quoi. Tu vois, finalement, ok, je vais avoir un enfant, mais dans quoi je l'envoie, quoi. Tu vois, j'ai eu un peu cette question et j'ai commencé à creuser des sujets et en fait, je suis tombée sur les MOOC à l'époque. Tu vois, ça venait de démarrer et je suis tombée sur un MOOC sur le développement durable. Des mines de Paris, je crois. Et c'était avec notamment Valérie Masson-Delmotte du GIEC. Et à l'époque, j'avais trouvé ça génial que la technologie, Internet, la formation digitale permette d'avoir accès à ces gens-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai basculé dans le digital learning. Et en parallèle, effectivement, ça a nourri un petit peu mes questionnements. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais décidé d'envoyer un petit aide dans un monde qui était quand même bien compliqué. Et voilà, et j'ai tiré le fil et finalement, ça m'a jamais quitté. Et au début, j'ai essayé de mettre du sens dans mon travail, dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Et puis, à un moment, j'étais en trop forte dissonance. Je travaillais quand même dans l'industrie chimique, donc je formais des gens qui mettaient des pesticides sur le marché, qui faisaient de l'extraction pétrolière. Et voilà. Et il y a eu un moment, j'ai pas eu le sentiment que moi, en entreprise, j'allais pouvoir vraiment porter ces sujets-là. Je ne sais pas exactement expliquer pourquoi, tu vois, parce que finalement, je vois qu'aujourd'hui, ça a bien changé. Il y a de plus en plus de gens qui amènent ces sujets en entreprise. Et moi, à l'époque, ça me paraissait compliqué. Je n'étais peut-être pas la bonne personne, j'en sais rien.
Et je me suis dit, je vais le faire à l'extérieur, en fait. Voilà. Donc, c'est cette forte dissonance qui m'a fait partir. Ouais. Ok. L'idée de cet épisode, c'est d'identifier peut-être ta transition au niveau des liens sociaux, ce qui s'est passé au moment où tu as commencé à annoncer à tout le monde que tu avais envie de changer de vie, que tu avais envie de changer la façon de faire. Déjà, au sein de ta famille nucléaire, donc tu étais en couple à ce moment-là. Ouais. Comment est-ce que ça a été accueilli par ton conjoint et est-ce que vous étiez plutôt en phase ou est-ce qu'il y a eu de la persuasion à faire? Alors, ce qui est très étonnant avec mon conjoint, et j'en parle régulièrement dans mon podcast, c'est qu'on a réussi à cheminer en parallèle. Pas forcément au même rythme. Je pense que lui, il avait finalement cheminé en partie avant moi. Parce qu'on travaillait dans la même boîte en plus, tu vois, on était collègues. On s'est rencontrés, on s'est rencontrés au travail en fait. Et lui, pendant un moment, il a été responsable de mettre en vente des quotas de CO2 pour la grosse boîte de chimie dans laquelle on travaillait. Donc la mise en œuvre du protocole de Kyoto en fait. Et donc lui, il portait ces sujets-là. Ça faisait peut-être 3-4 ans qu'on était ensemble, quoi, tu vois. Et donc lui, il avait déjà intégré ces enjeux-là de manière intellectuelle, mais sans forcément que ça impacte nos modes de vie, tu vois. Et donc, en fait, oui, il me nourrissait un peu de ses réflexions, mais je pense qu'à l'époque, on n'avait pas non plus les ordres de grandeur. Voilà, on parlait moins d'empreinte carbone, on se rendait moins compte. Tu vois, on voyageait énormément, par exemple, on s'est rencontrés, on faisait de l'audit, on tournait d'une usine à l'autre. Voilà, donc on voyageait beaucoup. On voyageait aussi beaucoup à titre personnel. Mais on faisait aussi beaucoup de vélo à Paris, tu vois. On s'est toujours déplacé à vélo à Paris. On s'est dit, ouais, l'un dans l'autre, ça doit, tu vois, ça va être la même chose, quoi. C'est très classique, hein, je suis écolo au quotidien, donc je peux me permettre ce que je veux à d'autres moments. On en reparlera peut-être, mais... Ouais, alors sans même se dire, je peux me le permettre, mais genre, ouais, grosso modo, ça doit être à peu près... ça doit se neutraliser, quoi, ça doit se compenser, quoi, tu vois. Et donc moi, du coup, quand j'ai commencé à tirer le fil et à avoir ma propre prise de conscience, finalement, lui, il était déjà un peu mature sur ce sujet-là. Ouais. Et donc, ça a été assez fluide. Ça a été un grand bonheur parce que je me rends compte, depuis que j'évolue dans des écosystèmes engagés, que le couple, c'est souvent un lieu de bataille, justement, sur ces enjeux-là. J'ai notamment fait un épisode, mon deuxième épisode, c'était sur une séparation. Un couple qui s'est séparé parce que lui... à cause de son engagement environnemental à lui, qui était très fort et du coup très radical dans le sens vraiment aller à la racine de la cause et prendre des décisions assez drastiques. Et là, sa femme n'a pas suivi, quoi, tu vois. Et des gens comme ça, moi, j'en ai accompagné parce qu'à un moment, j'ai accompagné des familles dans leur transition et le sujet du couple revenait tout le temps. Donc moi, c'est vrai que j'ai eu cette chance-là. Et en fait, on n'est pas sensible exactement au même sujet, tu vois. C'est un peu cliché, ce que je vais dire, mais mon conjoint, lui, va être plus sensible au sujet de l'énergie, etc. Moi, je vais être plus sensible aux enjeux de justice sociale. Et en fait, on se nourrit l'un et l'autre, on s'alerte sur nos propres angles morts. Ouais. Et donc ça, c'est assez chouette. Voilà. C'est très parallèle à ce qui se passe dans mon propre couple. J'en parle pas trop souvent dans le podcast, mais je pense que c'est le bon épisode pour le faire. Mais effectivement, c'est ce que j'allais dire. Et je pense que c'est... ma compagne, effectivement, elle est très, très sensible aux causes de justice sociale et d'égalité. D'équité, d'égalité des chances, d'égalité des genres. Et moi, je pense que je suis effectivement très sensible à toute la partie protection de notre environnement, à la partie carbone, mais qui est souvent peut-être une lorgnette un peu restreinte du total. Mais c'est un des prismes par lesquels je suis rentré aussi sur ce sujet-là, donc qui m'importe aussi, je pense, de façon un peu historique. Ouais, et ce qui est chouette, c'est vraiment d'avoir réussi à se nourrir l'un et l'autre et à se faire progresser, à monter vers le haut, et en étant aussi patient des fois sur les potentiels freins ou blocages que l'autre peut avoir, parce que, comme je te disais, tu vois, lui, j'en ai jamais reparlé avec lui, tu vois, c'est marrant, il faudrait que je lui repose la question. Mais... Depuis quand vous en avez pas reparlé ? Je veux dire de l'époque, lui, où il était, tu vois, où il s'occupait des quotas carbone, et où moi, il parlait de ce quel était son niveau de dissonance à lui. Voilà, est-ce qu'il me sentait en décalage ou pas ? Finalement, on n'en a jamais parlé. Bon, après, comme il ne retranscrivait pas ça forcément dans notre mode de vie, je suis pas sûre qu'il ait ressorti une dissonance, mais en tout cas, je me suis fait la réflexion, à l'époque, il aurait pu aussi aller beaucoup plus loin, et puis finalement, qu'il y a un fossé qui se creuse entre nous deux, et
Et c'est chouette de réussir vraiment. Tu veux dire, est-ce qu'il t'a attendu de façon consciente, c'est ouais, ça? Voilà, c'est un peu ça. Et parce que je pense que des fois, il y a un peu de ça aussi qui peut bloquer, c'est que des fois, on a une prise de conscience. Et j'ai une invitée dans un épisode qui m'a dit mais moi, le lendemain, je suis retournée au bureau, j'ai vu mes collègues qui étaient comme d'habitude. Je me suis dit, mais pourquoi ils paniquent pas? Mais en fait, c'est normal qu'ils paniquent pas, ils n'ont pas eu ta prise de conscience. Et en fait, des fois, on a tendance à oublier ça, que nous, tout d'un coup, ça devient une évidence, notre vision du monde change quasiment du jour au lendemain. Et en fait, les autres, c'est pas pareil. Et des fois, il y a aussi juste peut-être une question de temps, mais bon, c'est pas toujours évident de ronger son frein en attendant. Mais en tout cas, nous, c'est vrai que voilà, on chemine l'un et l'autre et on se nourrit l'un et l'autre. Donc ça, c'est chouette. Ok. Il a quitté la boîte en même temps que toi? Non. Avant ou après, du coup? Après moi. Après. D'accord. Après moi. Je lui ai dit, viens dehors, tu vas voir, c'est bien. Donc en fait, lui il a peut-être eu, il a eu la prise de conscience théorique un peu plus tôt et le passage à l'action un peu plus tard. Donc finalement, toi qui me disais juste avant cet épisode que tu avais la pression de faire des choix de façon que tu prenais du temps à faire tes choix, tu as peut-être été plus rapide sur ce coup quand même. Ouais, et là, je pense que je refais le lien avec la maternité, mais je pense que moi, pour le coup, ça a été assez viscéral, tu vois, je l'ai ressenti vraiment dans mon corps, quoi. Tu vois, de me dire, cet enfant, en fait, il y a eu un gros sujet, moi, qui m'a amené à tirer le fil aussi, c'est l'alimentation, tu vois. Je mangeais, alors, j'ai eu de la chance, j'ai eu une éducation, on a toujours mangé fait maison, plus par souci économique que par conviction écologique. Mais donc j'ai toujours appris à bien me nourrir, etc. Mais je me suis jamais posé, par exemple, la question du bio, quoi, tu vois. Et là, j'ai commencé à me dire, mais attends, en fait, les légumes que j'achète, en fait, ils viennent d'où? Ils sont produits comment? Et voilà, de le ressentir dans mon être, je pense que ça a fait que vite, il y a eu des choses où c'est devenu épidermique pour moi. Et mon conjoint, peut-être un peu moins, quoi. Tu vois. Donc dans la famille nucléaire, j'ai l'impression que globalement, c'est quelque chose qui s'est bien passé, que ça a été facile. Est-ce que il y a d'autres cercles familiaux, amicaux, dans lesquels c'est beaucoup moins bien passé? Alors pour le coup, après tout le reste, on a été un peu seuls ensemble, mais contre tout le reste du monde. Enfin, j'exagère, mais en tout cas, si dans la famille nucléaire ça s'est bien passé, pour le reste de l'entourage, ça a été très compliqué. Je pense que ce qui est compliqué, c'est le décalage entre la personne que tu es un jour et la personne que tu es presque le lendemain, parce que même si nos cheminements, ils ont été longs, finalement, quand ça commence à se matérialiser et que tu enclenches des actions très concrètes, ça va assez vite et tu changes assez vite. Et c'est à ce moment-là seulement que tes proches s'en rendent compte, en fait. C'est la partie émergée de l'iceberg et pas toute la réflexion qu'il y a eu en amont. Et puis, tes proches, tu les vois pas tout le temps. Enfin, voilà. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec la personne qu'elle a été pendant des années. Et ça, Donc, il y a un refus de la nouvelle personne, tu penses? Je sais pas s'il y a un refus de la nouvelle personne, mais je pense que ça peut être assez violent, en fait, pour les gens. Moi, sans faire une caricature, mais avec mon conjoint, on est passé d'une espèce de couple de jet-setters qui prenait l'avion tout le temps, qui faisait la fête en permanence et voilà, et qui vivait que pour son petit plaisir, à faire ses barbecues côte de bœuf le week-end, à toujours prévoir son prochain week-end, ses prochaines vacances, etc., à des personnes beaucoup plus sobres là-dessus, à ne plus prendre l'avion, voilà. Et les amitiés qui se sont construites sur ce mode-là, sur ces choses-là, la personne, elle te reconnaît plus. Et donc, en fait, c'est normal, finalement, qu'il y ait friction. Et puis, tu vois, on n'a pas dit du jour au lendemain, on a eu cette prise de conscience. Je pense que et je m'en rends compte avec le podcast, tu vois, en fait, souvent, on verbalise pas assez, on communique pas assez, en fait, avec nos proches. On parle de nos ressentis immédiats, peut-être. Ouais, et puis, c'est comme ça, maintenant, j'ai changé, j'explique pas tout le cheminement que j'ai eu et tout ça. Et en fait, les gens, ils se prennent de plein fouet la nouvelle personne qui déboule, entre guillemets, dans leur vie. Tu t'es vu il y a 2 mois, tu mangeais la côte de bœuf comme tout le monde, et puis 2 mois plus tard, finalement, tu manges plus de viande. Enfin, voilà. Et donc... Pourquoi tu as ce genre de choses, à la limite? Oui, je veux dire, moi, je le vis beaucoup dans... je vais pas forcément aller en vacances avec des potes si on prend l'avion pour y aller. Là, je comprends, ça les impacte. Mais tu vois, genre, ne pas aller faire un barbecue le samedi et que, en fait, toi, tu manges pas de viande, à la limite, c'est quoi l'impact pour eux? Et pourquoi est-ce que ça peut créer une friction? Je pense qu'il y a des choses... c'est un peu culturel aussi, tu vois. Enfin, ce côté, si je fais un barbecue, il y a de la viande et
Et c'est chouette. Et moi, tu sais, j'étais beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui adore la cuisine. Et j'ai passé plein de dimanches à cuisiner des pièces de viande avec mes potes, tu vois, machin. Et on réfléchit à la façon dont on va le cuire, et puis à la petite sauce qui va aller bien avec, et tout ça. Et ces trucs-là, en fait, tu peux plus les partager de la même façon. Donc, il y a un côté, voilà. Et puis, il peut y avoir aussi un côté, j'ai remarqué, un petit peu aussi, malgré tout, culpabilisant, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont intégré ces choses-là, de se dire... ok, je sais qu'il faudrait que j'aille dans ce sens-là, mais voilà, bon, j'ai pas forcément envie, la motivation, l'énergie de le faire, voilà, ça me coûte. Et toi, tu renvoies en fait cette image, en fait, tu vois, il y a cette chose-là aussi qui, je vois, qui va et jouer. j'ai l'impression qu'en plus de ça, il y a le côté rabat-joie. Alors tu disais culpabilisant, mais je pense que c'est ça, tu vois, c'est genre, en fait, t'es un peu, tu l'ambiance. Oui, parce que tu viens ramener un truc où on n'avait pas besoin de ça maintenant sur la table, quoi. Ouais. Et moi, dans mes proches, moi, parce que j'ai occupé en entreprise, voilà, on est des jeunes cadres dynamiques, on gagne bien notre vie, on a les moyens de se faire plaisir. J'ai été beaucoup dans cette chose-là, et tout d'un coup, je ramène quelque chose de sérieux, d'un peu grave. Donc, il y a peut-être ce truc-là moi, je sais que j'ai des amis qui m'ont déjà dit ouais, non, mais en fait, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Une forme de déni, de protection. Et toi, t'incarnes ça, t'incarnes ce à quoi elles n'ont pas envie de se confronter. Et je pense aussi qu'il y avait ce côté très hédoniste dans notre mode de vie. Et donc, du coup, maintenant, on est un peu plus sérieux, un peu plus grave. On va se poser plus de questions et ça, ils n'en ont pas forcément envie, quoi. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle la déconstruction. La déconstruction, exactement. Et ouais, c'est pas évident. Donc moi, aujourd'hui, en fait, c'est vrai que depuis que j'ai lancé le podcast, avant, j'étais très à ne pas comprendre. Et maintenant, voilà, je suis beaucoup plus... indulgente, je pense, vis-à-vis de mes proches, parce que je me rends compte à quel point ça peut être violent quand on a quelqu'un qui change beaucoup. Moi, j'ai même une de mes meilleures amies qui m'a dit en fait, j'ai cru que j'allais te perdre quand tu as commencé à changer, parce que elle s'est dit en fait, elle va plus vouloir de moi parce que j'ai pas un style de vie qui lui correspond à la nouvelle personne qu'elle est. Et ça m'a vachement touchée quand elle m'a dit ça, parce que pour moi, ça n'a jamais été, tu vois, ça n'a jamais vraiment été un sujet, mais il y a eu cette inquiétude-là qui est apparue. Donc ça, c'était pour... Il y a des amitiés que tu as perdues, du coup, ou de façon claire? Pas de façon claire. Ouais. Il n'y a pas eu de scission et plutôt des prises de distance Ouais, il y a eu des prises de distance, mais il y a quand même eu des amitiés où des amis, une amie commune avec d'autres amis me dit mais en fait Amandine, je pense que là c'est assez clair qu'elles ont plus envie de te voir, quoi, tu vois. Je me suis déjà pris un truc comme ça, quoi, tu vois, je me suis dit waouh, c'est ultra violent en fait, voilà, parce que pour moi ça a jamais été un sujet de plus se voir, tu peux mettre de la distance, mais je me suis jamais dit que j'allais me séparer de certaines personnes. Après, est-ce que c'est 100% dû à ça? J'en sais rien. Tu sais, il peut y avoir aussi de la distance. Voilà, les liens, ils évoluent pas que par ce prisme-là. Mais en tout cas, du coup, moi, j'ai analysé un peu ces amitiés, de me dire, mais finalement, pourquoi avec elle, ça fonctionne plus? Et au point que y a une séparation, même si moi, je l'ai pas acté, mais voilà, vis-à-vis, a priori, de leur côté, c'est assez acté. Et les autres, finalement, ça fonctionne. Et je pense que, en fait, ça dépend ce sur quoi ton amitié, elle s'est construite. Et j'ai remarqué que les personnes avec qui ça continue, c'est parce qu'on a construit des choses qui n'étaient pas que liées à ce mode de vie ultra hédoniste que j'avais, tu vois. Et les autres personnes, c'était des amitiés peut-être plus récentes où on s'est construit sur cette chose-là. Finalement, oui, j'étais la bonne copine qui était toujours prête à aller faire la fête, à prendre un billet d'avion pour aller un week-end, je sais pas, à Barcelone, machin, sans trop faire de problème, aller faire des virées shopping où j'étais capable d'acheter 10 paires de chaussures sur le week-end. Quand tu as construit ton amitié sur ces choses-là, ces partages-là, ultra, dans la surconsommation et tout ça, qu'est-ce qui te reste derrière si la personne elle a changé? C'est marrant d'entendre ça pour moi, parce que c'est pas du tout l'Amandine que j'ai l'impression de connaître aussi. Ouais, non, mais c'est pour ça. Moi, j'ai vraiment changé énormément, et donc du coup, même à ces personnes-là, aujourd'hui, je comprends. En fait, j'étais un peu déroutée, tu vois, quand
Et finalement, voilà, j'accepte et je comprends. Parce que, ouais, c'est quand t'as ton amitié qui s'est construite sur ces choses-là, t'as plus assez de choses dans lesquelles puiser pour continuer à faire une place à cette personne dans ta vie, quoi, tu vois. Et à l'inverse, une de mes meilleures amies, voilà, qui me disait, j'ai cru que j'allais te perdre. C'est quelqu'un que je connais depuis que j'ai 6 ans. On a vécu un tas de choses ensemble. On a vécu nos premières amours. J'ai été témoin à son mariage. J'étais allée au baptême de ses enfants. On a vécu des séparations, des maladies, des choses, tu vois, qui font que ton amitié, elle peut perdurer au-delà de ces changements de mode de vie. Donc voilà. Donc du coup, ça me rend beaucoup plus. Je suis beaucoup plus dans la compréhension et dans l'acceptation, du coup, et le lâcher prise par rapport à ça depuis que je fais le podcast. Ouais, ça a été un peu ta catharsis. Non, mais ça a été totalement ça. Moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais le podcast, moi, je suis vraiment en mode défricheuse. Donc, je peux donner des choses, mais je défriche encore moi-même, tu vois. Mais ça a vraiment été ça, de me dire, OK, je me rends compte que moi, ça m'impacte. Ça a impacté mes amitiés, ça impacte un peu ma famille. On y reviendra peut-être après, parce que c'était aussi une autre question que tu m'avais posée. Je vois qu'autour de moi, les personnes que je rencontre, qui sont les écosystèmes engagés, souvent, elles sont en souffrance aussi par rapport à leurs propres proches. À l'inverse, je crée des amitiés avec des gens que je n'ai jamais vus physiquement, mais parce qu'on est reliés par ces valeurs, ça va être des liens très forts. Et donc tout ça, c'est une matière hyper riche dont on parle assez peu. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de podcasts qui traitaient des enjeux, qui traitaient des acteurs du changement, mais cette question même de l'éco-anxiété, tu vois, il y a de plus en plus de podcasts sur ça, mais la question du lien aux autres. Et finalement, la vraie question derrière, je me rends compte, et c'était pas mon intention à la base, mais au fur et à mesure où je fais des épisodes, c'est comment on continue à faire société ensemble. Ouais. En fait. Complètement. Mais c'était la question d'après, d'ailleurs. C'est, en fait, maintenant qu'on a dit, fait de se rendre compte de tout ça, ça peut créer des dissensions, ça peut créer des ruptures, ça peut... Comment est-ce que tu as fait ? Est-ce qu'il y a des... alors, on va dire des amis maintenant, parce qu'on reparlera de la famille un peu après, mais est-ce qu'il y a des amitiés où il y a eu un temps de séparation, avec lesquels après, tu as réussi à renouer quelque chose de plus profond derrière ? Et comment est-ce qu'on fait ça ? En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « j'ai peur de passer à l'action de l'écologie », qui ont tu vois, cette dissonance et qui se disent « ok, maintenant c'est le moment du passage à l'action », mais qui ont peur justement du regard des autres, qui ont peur de ce que ça va créer chez eux. Comment est-ce que toi, du coup, tu as réussi à recréer des relations derrière ? Je dirais pas qu'il y a eu forcément des ruptures et des reconstructions. Ouais, il y a au moins des mises au point, quoi. Ouais, et encore une fois, et je pense qu'aujourd'hui, je suis même pas encore totalement mature par rapport à ça, mais encore une fois, je pense qu'on communique pas, on se parle pas assez entre nous, en fait. On n'a pas des discussions suffisamment profondes avec nos amis, en fait, sur les choses qui nous tiennent à cœur. Et je pense que, en tout cas, aujourd'hui, par rapport aux amitiés que j'ai perdues, tu vois, c'est des personnes, elles viendraient me revoir demain, je leur ouvrirai la porte, tu vois, je resterai pas sur ce truc-là, quoi. Et en tout cas, sur les autres amitiés qui ont perduré, je pense que c'est des fois... il y en a avec qui on est toujours resté en lien parce que les amitiés sont tellement fortes que c'est comme ça. Il y en a d'autres, c'est plus fluctuant, mais c'est des moments où, ok, tu sens que tu as besoin de te préserver et que que là, ça va pas. Ok, tu t'éloignes et tu restes peut-être en mode je garde le lien, mais peut-être à distance. Le temps de maturer les choses, et après, tu reconnectes quand c'est plus ok pour toi et que toi-même, tu as fait aussi ton propre cheminement. En fait, te poser la question de... En fait, cette amitié-là, et on en a parlé c'est l'épisode 3, je crois, du podcast, avec Aurélien Deragne, qui avait pris l'avion alors qu'il avait décidé de ne plus le prendre, pour tenir la promesse qu'il avait faite à un ami de courir le marathon de New York avec lui. Voilà. Et à la fin, il disait que très, très explicitement, il s'était posé la question de ses amitiés, il avait balayé ses amitiés, et de se dire, ok, est-ce que cette relation-là, est-ce que les dernières fois où on s'est vu, est-ce que j'ai du plaisir ou est-ce que c'est coûteux ? Si c'est coûteux, faut peut-être mettre de la distance. Voilà, si j'ai du plaisir, ok, c'est quoi que j'aime chez la personne, et peut-être plus nourrir ça que les points de friction qu'il va y avoir. Mais après, je reviens quand même aussi au fait que je pense qu'on gagnerait aussi beaucoup plus à avoir des conversations aussi à cœur ouvert avec nos proches sur finalement qu'est-ce qui motive vraiment notre engagement. Et ça, je l'ai eu
finalement assez récemment avec mes meilleures amies, où j'ai une de mes meilleures amies qui a fini par me poser la question. En fait, pourquoi tu fais tout ça ? Elle ne le savait vraiment, pas vraiment, tu vois. Et de se dire, oui, moi, mon moteur, c'est les enfants. Et ça, c'est des choses, finalement, quand tu reviens à ça, t'es plus sur moi, je prends l'avion, moi, je mange végé, et pas toi. Et tu vas sur des causes profondes. Et quand je parle de, moi, je fais ça parce que, notamment, je flippe pour mes enfants. Mes amies, elles ont aussi des enfants, et même ceux qui n'en ont pas. Enfin, finalement, c'est quelque chose d'assez universel, en fait. Tu t'identifies. Ouais. Et ça, c'est un truc aussi que je note avec le podcast, c'est le côté universel des épisodes. Finalement, le fait de raconter des histoires, d'être sur des témoignages, des gens même qui sont assez éloignés de l'écologie, ils arrivent à se projeter dans ces histoires-là, en fait, parce que le vécu, l'intime, il est universel, finalement. Mais tu vois, je l'avais même pas conscientisé, mais... il y a 3 semaines, j'ai été invité pour aller fêter les 30 ans d'un de mes très bons amis d'école au Maroc. Et j'ai mis, je pense, 2 mois à vraiment prendre la décision parce que j'avais décidé que je voulais plus prendre l'avion. Et le Maroc, si tu veux y aller pour 6 ou 7 jours, c'est difficile d'y aller en train plus bateau parce que du coup, t'as beau regarder, c'est plus de 48 heures aller-retour, quoi. Enfin, aller, puis 48 heures retour. Et c'est effectivement ce que tu dis là sur New York, c'est tu vois, en introspection, en me disant ok, mais pourquoi est-ce que je louperais ça, pourquoi est-ce que je n'irais pas, ou pourquoi est-ce que je devrais y aller, en me disant en fait Sylvain, ça fait 6 ans qu'il habite au Maroc, j'y suis jamais allé alors que la plupart des gens y sont allés au moins 1 ou 2 fois, que lui il revient régulièrement en France pour nous voir et que il fait cet effort aussi, et en fait je me suis dit là c'est la fois où moi je dois y aller. Et donc j'ai pris ce billet d'avion pour aller fêter ces 30 ans avec tous les amis là-bas, et mon objectif c'était de faire en sorte que et je pense même pas que c'était un bon objectif à se donner en tête, mais je me disais il faut que mon fun dépasse ma culpabilité, tu vois, et je m'étais mis presque ça un peu clairement sur un bout de papier en objectif. Et en fait, à me redire ce truc-là, je me dis c'est débile. En fait, j'y allais pas juste pour ça. J'y allais pour Sylvain. J'y allais pour rencontrer Asia, qui était sa copine avec qui il vit depuis 2 ans. Qui avait quand même beaucoup d'autres choses à côté de ça, où je mettais beaucoup trop mon truc dans la balance et peut-être pas suffisamment cette relation dans le mix, quoi. Ouais, et c'est ce qu'on disait avec Aurélien du coup dans cet épisode, c'est remettre de la conscience. On nous dit beaucoup de remettre de la conscience dans nos actes de consommation, etc. Mais c'est aussi remettre de la conscience dans nos relations, tu vois, de se dire ok, pourquoi je tiens à cette amitié, qu'est-ce que je suis prêt à faire. Là, tu as pris cet avion et voilà, j'imagine que connaissant tes convictions, il a dû être touché aussi que tu le fasses. C'était une longue conversation. Ouais, voilà, mais j'imagine, mais c'est chouette, tu vois, voilà. Et à l'inverse, si tu l'avais pas fait, moi je pense que si je ne le faisais pas, j'essaierais de rassurer la personne en fait sur mon amour pour elle, tu vois, et que ça n'a rien à voir, que finalement ça dépasse ça, tu vois. Je pense qu'il y a aussi ça que je rappelle maintenant plus souvent ces derniers temps, et notamment depuis que j'ai fait le podcast, c'est de dire aux gens que j'aime, que je les aime, quoi. Enfin, tu vois, et derrière, il y a quand même un moment où si tu veux conserver des relations à distance comme ça, il y a un moment où l'action doit peut-être primer sur la parole aussi. Pour certaines personnes, j'imagine que c'est le cas. Pour d'autres, peut-être que ça a moins d'importance. Mais effectivement, ouais. Après, je pense que si la personne, si elle t'apprécie et qu'elle apprécie tes convictions et ton amitié, elle est aussi capable de comprendre que tu renonces et que finalement, ça n'a pas à voir avec elle, et qu'il y a peut-être d'autres moyens aussi de prouver ton affection. Mais voilà, après, c'est des choix. Mais en tout cas, voilà, remettre cette conscience-là, avoir ces discussions-là à cœur ouvert avec nos proches sur ce que ça nous coûte dans un sens ou dans l'autre. Je pense que ça nous aiderait vraiment à dépasser ces frictions qu'on a autour de ok, t'as pas mangé de la côte de bœuf là sur le barbecue et tout le monde se crispe, alors que finalement c'est pas ça le plus important, quoi. Ouais. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que c'est des histoires qu'on raconte aussi en partie sur un autre épisode qu'on sort sur le lien précieux au même moment. Donc n'hésitez pas à l'écouter, cet autre épisode aussi qui va sortir. On mettra le lien dans la description de l'épisode aussi. Ouais. Ce sera pas tout à fait le même épisode parce que du coup c'est Amandine qui va m'interroger sur mes liens professionnels, sur ce que ma transition écologique, comment ma transition écologique impacte mes liens avec mes amis, avec ma famille, mes liens professionnels aussi, sur mon activité pro, donc les podcasts, mais aussi le reste. Donc n'hésitez pas à l'écouter, cet épisode aussi. Ouais.
Très bien. Passons à ta famille. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui a été assez formateur pour toi, en tout cas au début de ta transition écologique. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé vis-à-vis de tes parents, grands-parents? Ouais. Sur la famille, en fait, moi, je viens d'un milieu qui est plutôt modeste à la base. Voilà, comme je te disais, par exemple, on avait des pratiques finalement aujourd'hui qu'on qualifie d'écologiques, mais finalement qui sont des pratiques de bon sens et qu'on valorise d'ailleurs pas assez, je pense, effectivement, de classes populaires qui font plein de choses qui sont écologiques sans le savoir. Et donc mes parents, l'alimentation, cuisine des maisons, enfin il y avait plein de choses où mes parents c'est des gens qui sont très respectueux, donc on a toujours appris, je sais pas, ne serait-ce que ramasser tes déchets, enfin tu vois, des choses comme ça. Milieu assez modeste. Moi, mes parents, ils ont été super fiers quand j'ai eu mon bac et que j'ai fait des études et que j'ai décroché un gros poste. Et ils m'ont vu partir dans des... Enfin, j'ai démarré ma carrière, je gagnais plus que mes parents, tu vois. Et donc, ils m'ont vu partir dans un sens, très dans l'excès, beaucoup voyager, etc. Et puis, tout d'un coup, tous ces trucs-là, je les envoie promener et je deviens totalement différente. Et je pense que avant tout, ils ont été perdus, quoi. Tu vois, ils se sont adaptés à la nouvelle Amandine, jeune cadre dynamique, etc., qui était assez loin de eux, leur propre milieu. Ouais. Et ils étaient hyper fiers de ça. Et du coup, cette réussite et le fait de pas être comme eux, à avoir des problèmes, des fois à se poser la question de comment tu vas boucler les fins de mois et d'être libéré de ça, je pense que c'était hyper important pour eux. Et de voir que moi, j'envoie tout promener, ça les a pas mal déroutés. Donc je pense qu'il y a eu de ça. Et puis des changements, j'ai toujours été très urbaine. Maintenant, je vis presque à la campagne, tu vois, en milieu très à la campagne. Je faisais virer shopping avec ma mère. Bon, voilà, maintenant, c'est plus ça. C'est de la couture, maintenant. Voilà, on fait de la couture. Non, mais voilà. Et encore une fois, c'est le décalage, en fait, entre les différentes Amandines qu'ils ont connues qui est violent. Donc du coup, dans l'intro du podcast, le teaser, je dis que ma mère m'a déjà traité d'islamo-gauchiste. Voilà, on a eu des frictions comme ça, mais c'est plus, je pense, dû à un moment, une réadaptation nécessaire à cette nouvelle personne, et c'est pas évident. Et les parents, je pense que dès que nos enfants changent, on doit faire le deuil de l'enfant d'avant, et c'est moi qui suis maman aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas évident non plus. Et puis je pense qu'il y avait une question de peur aussi, tu vois, chez mes parents. C'est marrant parce que ça reste quand même un moment où tu t'es rapproché de leur système de valeurs. Et pourtant, il y a quand même eu la friction. Ouais, mais parce que, encore une fois, je ne l'ai pas verbalisé, tu vois. Et eux, ils faisaient pas les choses par volonté écologique, tu vois, c'était juste par bon sens. Et en fait, moi, depuis, je les ai réassurés là-dessus, de dire, mais en fait... Par exemple, il y a eu un sujet de crispation, c'était autour des cadeaux de Noël de mes enfants. C'est un truc un peu classique quand t'es parent. La débauche de cadeaux de Noël parce que les grands-parents ont envie de faire plaisir, etc. Et voilà, et moi je leur ai dit, mais nous, on n'a pas été élevés on n'a jamais manqué de rien, on avait des cadeaux, mais c'était pas non plus l'orgie comme c'est pour la plupart des enfants aujourd'hui. Et donc les réassurer sur le fait que finalement aujourd'hui il y a beaucoup de valeurs que eux ils m'ont transmises, mais que je vais incarner, mais de manière un peu différente, tu vois, à ma sauce peut-être plus écolo, mais en tout cas qu'il y a plein de choses, ça vient d'eux, ça a contribué à apaiser. Mais il a fallu que je le dise, tu vois, ça n'a pas été ce cheminement-là, il s'est pas forcément fait. Et eux, je pense qu'ils étaient beaucoup drivés par des peurs, tu vois, la peur que je n'ai pas assez, que oui, je renonce à un salaire ultra bien payé. Mon conjoint, aujourd'hui, il a plus d'activité professionnelle, il se dédie à 100% à notre résilience alimentaire. Donc, on n'a plus que mes rentrées d'argent qui sont ultra aléatoires vu que je suis indépendante. Mes parents sont fonctionnaires. Donc, tu vois, ça nourrit des peurs qui étaient là. Et c'est ça, en fait, qui est ressorti, je pense, dans les mots que parfois mes parents ont pu avoir vis-à-vis de moi. Mais aujourd'hui,
on a réussi à, je pense, dépasser ça. On en plaisante aussi des fois. Voilà, quand je fais, en ce moment avec le sujet des guerres, conflit israélo-palestinien. J'ai de la chance, j'ai une alliée, c'est ma sœur. On est très alignés là-dessus. Et du coup, voilà, on plaisante. Je vais encore faire une sortie d'islamo-gauchiste, mais voilà. Mais c'est bien, il faut qu'il y ait du soutien dans la fratrie, en tout cas, si vous avez l'occasion d'en avoir une. Je pense que c'est quand même un des lieux principaux d'aide. Ouais, moi, ma sœur, on n'a pas les mêmes motivations. Ma sœur, elle a un prisme beaucoup plus social et je pense qu'elle m'a nourrie sur ce truc-là. Mais ouais, on s'entraide là-dessus et on a beaucoup de solidarité. Et du coup, on fait un peu bloc des fois devant les parents. Mais comme au final, ils ont des valeurs finalement qui sont très proches. Et c'est juste qu'ils ont une manière différente de les exprimer. Mais voilà, en tout cas, en plaisanter, je pense que ça aide aussi du coup à descendre un petit peu. Et puis moi aussi, il y avait beaucoup d'incompréhension aussi finalement par rapport à ce que je faisais. Tu vois, je fais de la finance, d'un coup je me mets à faire de la formation, puis après je me mets à faire de la sensibilisation sur les enjeux environnementaux. Eux, c'est éloigné de ce qu'ils ont connu en faisant carrière dans la fonction publique et tout, et ils ne comprenaient pas. Ouais. Et en fait, je les ai invités tous les deux au bout d'un certain temps à venir faire un atelier avec moi. Et ils ont adoré. Et ma mère a tellement kiffé qu'elle a proposé à ce qu'il y ait des ateliers de la fresque du climat au conseil départemental des Vosges où elle travaille, tu vois. Et là, il y a eu des agents qui ont été formés, alors pas par moi, par une collègue là-bas. Mais voilà, en fait, finalement, je me rends compte que mes parents, ils ont envie que je m'épanouisse et que je réussisse. Il a fallu juste les rassurer et leur faire partager finalement un petit peu mon monde, parce que des fois on vit tous un peu dans nos bulles et ce que nous on considère comme évident, c'est pas évident pour les autres de rentrer dedans, et finalement leur tendre la main et partager des expériences ensemble, ça aide aussi à la compréhension mutuelle. Je pense que c'est une grande chance effectivement de pouvoir expliquer ce que tu fais déjà. Je pense que je l'ai bien vécu avec le podcast, c'est que quand tu dis avant, je faisais du contrôle de gestion. Ensuite, j'ai été responsable des opérations d'un groupe industriel et maintenant, je suis podcasteur. Alors là, les générations du dessus te regardent en mode, mais ça veut dire quoi en fait c'est juste tu parles. Bah oui, mais tu gagnes ta vie. Bah, ça commence, oui, doucement, mais ça va. Et il y a une incompréhension assez généralisée. Moi, c'est mon grand-père, du coup, qui était mon fan numéro 1, je pense, mon éditeur numéro 1, et qui m'envoyait régulièrement le dimanche soir ses remarques sur le dernier épisode, etc. Excellent. Et lui, il partageait, et à chaque fois que j'allais chez mes grands-parents, mon grand-père qui était très, très engagé socialement aussi, lui, c'était vraiment par le prisme social qu'il avait fait ce cheminement. Et à chaque fois que j'allais chez eux, dans le sud, et il y avait toujours des amis qui passaient à la maison, etc. Et à chaque fois, les gens me parlaient de mon podcast et du fait que Bruno leur avait demandé de l'écouter, et que Bruno leur avait partagé, etc. Donc il y a vraiment ce truc de partage et en fait, à partir du moment où on a réussi à expliquer ce qu'on faisait et pourquoi on le faisait, j'ai l'impression qu'on peut gagner des adeptes et qu'on peut gagner des relais de croissance aussi sur ces sujets-là qui sont hyper forts. Parce que en fait, c'est des réseaux qu'on toucherait jamais sans ça. Exactement, c'est ça qui est hyper intéressant. Effectivement, moi, je le constate. Le podcast, à la base, je l'ai lancé pour soutenir les personnes engagées comme moi, qui ont pu être en difficulté, avec leurs proches. C'était ça vraiment mon intention numéro 1. Et puis aussi de donner la parole des fois pour sortir un petit peu de la caricature qu'on peut avoir dans les médias, notamment pour des militants qui vont être sur des actions plus chocs, typiquement des Extinction Rébellion, etc., qui sont caricaturés, éco-terroristes, machin, dans les médias. Et je me disais, j'ai envie de créer un espace où je peux aussi recevoir ces gens-là et que ce soit écouté dans un milieu apaisé, et qu'on puisse les comprendre. Et en fait, je me suis rendu compte, finalement, qu'il y avait beaucoup de gens qui écoutaient aussi le podcast dans mes proches, juste parce que c'était moi, tu vois, qui avait une curiosité vis-à-vis de ce que je faisais. Et en fait, j'ai une de mes meilleures amies qui est assez éloignée, qui s'est jamais de ces questions, qui s'est jamais intéressée plus que ça aux fresques du climat, ces trucs-là que je pouvais animer, et qui a écouté le podcast et qui me dit « Ah, mais du coup, je comprends mieux pourquoi tu fais telle chose, je comprends mieux ton engagement. » Et puis, je trouve ça intéressant de le vivre par un prisme différent que des chiffres, des conférences, des rapports. Là, on est sur de l'intime, et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, l'intime est universel et ça les touche et c'est une autre manière. Et ça, c'est hyper chouette de voir ça, qu'on arrive à avoir des publics différents. Et j'ai des retours d'auditeurs et d'auditrices qui me disent là, ce sujet-là, j'arrive pas à en parler avec mes proches, c'est trop douloureux.
je leur partage ton épisode et voilà. Et comme ça, c'est comme si moi, je le disais et je trouve pas les bons mots. Et là, ça retranscrit parfaitement mon ressenti. Et du coup, ça les aide aussi à s'apaiser dans leur relation. Donc ça, c'est hyper chouette. Donc, ce que tu nous dis là, si on prend un peu les enseignements un peu concrets, c'est effectivement essayer de raconter ce qu'on vit, mieux communiquer. Moi, tu vois, j'ai quand même la sensation... Bon, papa, désolé si t'écoutes cet épisode, mais que de temps en temps, on essaye d'expliquer des choses, mais qu'en face, on se heurte. Moi, mon père nous dit souvent, alors je mets toute ma fratrie dedans, qu'on est enfermé dans notre bulle et qu'on ne comprend pas le monde complet et qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe. Et ça, souvent, en fait, c'est un moment qui bloque un peu la conversation. On peut plus... on a l'impression que... Et nous, c'est vrai qu'on a la sensation qu'il est bloqué dans sa bulle aussi de l'autre côté, mais on n'arrive pas à faire se rejoindre les bulles. Comment est-ce que tu fais pour ça, du coup? C'est pas c'est pas une question facile. En fait, dans plusieurs épisodes que j'ai enregistrés, parce que je fais des témoignages, mais je fais aussi des épisodes avec des gens un peu plus experts qui sont posés sur ces questions-là, des liens, etc. Il y a eu notamment le rapport du shift, des shifters, qui ont sorti un rapport qui s'appelait « Comment amener nos proches vers des pratiques décarbonées ». Ce qu'ils disent déjà, c'est que, nous, on n'est pas forcément la meilleure personne pour faire changer nos proches. Ouais. Parce que... en tout cas, mais je pense que c'est assez vrai, finalement, pas qu'avec nos proches, mais souvent, on vient avec une logique de convaincre, en fait. Ouais. Et là, déjà, quand on arrive avec cette logique-là, c'est... Après, il aime le débat, mon papa. Ouais, mais voilà. Alors après, il y a des gens qui sont dans une espèce de jeu aussi là-dessus, donc il faut faire attention. Mais en tout cas, on n'est pas forcément la meilleure personne pour convaincre, en tout cas avec, je pense, les arguments habituels qu'on peut avoir sur oui, tel chiffre, tel graphique, tel... En revanche, ce qui est intéressant, c'est que quand même, nos proches, finalement, il faut qu'on laisse tomber un peu notre casquette écolo et qu'on revienne avec notre casquette de fils de, petite fille, nièce, j'en sais rien, vraiment le truc qui nous relie. Et ce qui est important, je pense, c'est qu'avec cette casquette-là, on va plus parler au rationnel, mais on va parler au cœur. Et en fait, moi, je pense qu'il y a deux choses qui peuvent aider à apaiser la relation. C'est des expériences peut-être partagées ensemble. Je le disais tout à l'heure avec les ateliers, mais vivre un truc cool ensemble, voilà, ça vaudra 10 000 argumentations derrière, très chiffrées, etc. Ça, nos proches, ils sont plus en recherche de ça que d'un mini résumé du rapport du GIEC lors de notre conversation du dimanche midi, quoi. Donc, il y a ce truc-là de vivre des expériences ensemble. Ça, c'était un enseignement très fort de ce rapport des shifters. Et je pense qu'il y a le côté aussi émotionnel, tu vois. Et moi, en fait, mes proches, et notamment ma famille, j'arrivais pas trop à les convaincre justement sur ce mode rationnel. Mais à partir du moment où, je reprends mon exemple des fêtes de Noël, tu vois, la crispation avec les enfants, je leur envoyais des trucs sur les tonnes de plastique, dans les jouets, les machins. Bon, je voyais bien, ils me disaient oui, mais voilà. Et en fait, il y a eu un moment où je leur ai dit, mais moi, en fait, là, vous vous rendez pas compte, mais moi, cette période-là que j'aimais bien quand j'étais petite, aujourd'hui, elle me crispe et ça me rend triste, en fait, de voir la débauche de surconsommation, si ça. Et donc, de ramener ça aux émotions, finalement, c'est un peu les principes de la CNV, la communication non violente, tu vois, de parler de tes ressentis. Et bien là, j'ai une oreille beaucoup plus attentive, quoi, finalement. Et là, tes proches, souvent, ils tiennent à toi. Finalement, ils n'ont pas envie de faire des choses qui vont te faire mal au cœur, qui vont te peiner. Et donc, d'aller plus sur ce terrain-là, ça, c'est un atout qu'on a pour toucher nos proches, finalement. Et sans le faire de manière manipulatoire, bien entendu, mais des années sur ce terrain des émotions, je trouve que ça, en tout cas, moi, ça a permis de beaucoup plus apaiser. Et là, j'ai eu une oreille attentive. Et là, j'ai eu, comment on peut faire pour que nous, on ait la joie de gâter nos petits-enfants, mais sans que toi, t'aies ces ressentis-là négatifs, et comment on arrive finalement à faire se rejoindre des besoins qui sont différents et trouver quelque chose qui va à tout le monde. Et par exemple, mon papa, je lui ai dit, mais arrête de me faire des cadeaux, j'ai besoin de rien, en fait. Et je lui ai proposé de soutenir des ONG qui, moi, me parlaient. Et je lui ai fait une liste d'ONG. Il a choisi Sea Shepherd, il a trouvé ça hyper chouette. Et voilà. Et depuis 2-3 ans, il fait un don à Sea Shepherd pour moi et il est hyper content. Et voilà. Et donc c'est comme ça que moi, finalement, je pense qu'on peut réussir
finalement, en mettant de côté notre casquette écolo, en revenant à notre casquette d'enfant de lien, quoi, et en partageant nos émotions et sans vouloir finalement convaincre. Faut qu'on lâche prise en fait par rapport à ça. Être dans l'émotion pour nos proches et éventuellement leur partager a posteriori de quoi les convaincre. Bien sûr, parce que après, ça aussi c'est un enseignement c'est une porte d'entrée, quoi. Oui, c'est un enseignement du podcast aussi, c'est que finalement, toutes les personnes vont pas rentrer dans l'écologie par le même prisme. Il y a le campus de la transition, Cécile Renoir. Je crois que tu l'as reçu dans un épisode. Épisode 62. Voilà, ça doit être ça. C'est comme ça. Mais voilà, qui parle de 6 portes pour rentrer dans la transition. Ouais. Et en fait, souvent, en tout cas, moi, beaucoup d'écolos que je côtoie, j'ai peut-être un prisme qui est biaisé, mais on est sur la partie vraiment argumentaire, chiffré, etc. Et en fait, il y a plein de gens qui sont hermétiques à ça, ça leur parle pas. Et donc, ça va être plus dans le faire, vivre une expérience ensemble, ça va être plus dans les questions sociales, les émotions, la connexion à la nature. Enfin, voilà, il y a plein de prismes différents. Et en fait, je trouve que gagner en compréhension aussi là-dessus, ça nous aide. Souvent, on parle aux autres comme on aurait envie qu'on nous parle. Mais en fait, là-dessus, il faut remettre un peu de marketing, en fait, et de s'adapter à sa cible, quoi. Et un des derniers épisodes que j'ai enregistré, c'est justement avec Lucas de Parlons Climat. Toi, tu as eu Amélie, moi, j'ai eu Lucas. Donc on va pouvoir... on a les mêmes enseignements. Non, mais voilà. Mais c'est ça, c'est vraiment de se dire, on s'adapte à la personne, quoi, qui est en face de nous. Et c'est vrai que ça, c'est des erreurs que moi aussi j'ai pu faire, d'être trop sur un argumentaire qui finalement parlait pas aux personnes en face de moi. Aujourd'hui, comment tu te sens du coup vis-à-vis de tout ça ? Est-ce que tu es apaisé ? Est-ce que tu as l'impression qu'il te reste encore beaucoup de chemin sur tes relations sociales liées à ta transition écologique qui doit dater d'il y a 5 ans en action ? Où est-ce que tu te situes sur cette échelle ? Je suis en train de m'apaiser, tu vois, et notamment grâce au podcast. Tu vois, c'est avant tout ma thérapie. Je suis ma première auditrice, mais ouais, je suis en train de m'apaiser dans le sens, je découvre que finalement, oui, il y a des frictions. Mais finalement, ça fait partie de la vie en société. C'est pas possible de pas avoir des frictions. Des situations où vraiment il y a des ruptures, finalement c'est pas la majorité, et que finalement nos proches ils ont quand même envie de continuer à être en lien avec nous. Donc moi je m'apaise. Je suis aussi dans l'acceptation que certaines relations, pour le coup, pour le moment il peut y avoir une rupture et c'est ok aussi. De toute façon, on a un temps limité à dédier à nos relations. Donc voilà. Et ce qui est chouette avec la transition écologique, c'est qu'on rencontre aussi plein d'autres gens pour qui il faut faire de l'espace. Donc c'est OK aussi. C'est pas parce que on va mettre de côté certaines relations que ça va pas pouvoir se recréer, se recréer plus tard. Et je suis assez apaisée par rapport à ça. Et en me disant peut-être que les gens... moi, j'ai déjà eu des gens, alors pas des très proches, mais plutôt des connaissances, tu vois, des potes de potes, que je voyais de temps en temps, mais pas plus, et qui aujourd'hui convergent sur les enjeux de transition écologique et qui viennent me revoir. Et c'est cool, tu vois, de se dire qu'on peut être aussi à un moment, que les gens peuvent revenir vers nous parce que eux aussi ont évolué. Donc moi je suis en train de m'apaiser, d'accepter aussi effectivement de perdre certaines relations. Je suis aussi contente d'avoir ce médium parce que comme moi je parle beaucoup de ma propre expérience en voix off dans mes épisodes, en fait je pense que ça aide aussi mes proches qui m'écoutent à mieux me comprendre. Alors après je sais qu'il y en a où ça ne comprend pas et même ça crispe. Bon, c'est comme ça, j'assume aussi, je vais pas non plus... Donc je suis beaucoup plus sereine dans ce sens-là à accepter aussi que pour certaines relations, ça mettra peut-être plus de temps à se décanter. Mais je pense que j'ai pas fait le tour encore de tous ces sujets. Et puis je suis hyper curieuse aussi des sujets où moi je suis pas forcément directement impactée, mais de voir aussi, c'est un peu une mini-étude sociologique finalement, ce podcast, de voir finalement... de toutes les façons dont ça peut impacter nos liens et vraiment cette question de faire société, quoi. Donc ça me nourrit beaucoup.
Trop bien. Écoute, merci beaucoup pour tous ces enseignements, pour tout. T'as un peu livré quand même sur le podcast, donc c'est trop cool. J'ai l'impression d'avoir beaucoup appris et je pense qu'effectivement sur la question des liens, de toute façon, on n'a jamais fini de l'explorer, on n'a jamais fini de se réparer, on n'a jamais fini d'évoluer, donc c'est un travail qui est absolument constant. Ce que j'en retiens, c'est qu'il faut absolument que tout le monde lance son podcast. De toute façon, exactement, et accompagné par un super studio qui s'appelle Echoes. Par exemple. Mais voilà, non, c'était un super épisode. Écoute, je te remercie beaucoup d'être passé. N'hésitez pas à aller écouter l'épisode du coup qui sortira sur Liens Précieux, où c'est Amandine du coup qui m'interroge sur mon vécu. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut Amandine. Merci Xavier. Ciao. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.